Bienvenue aujourd'hui pour un essentiel pour le bac de français, toujours autour du discours de la servitude volontaire. Alors ce petit format vise à faire un petit focus sur un point clé de l'œuvre au programme et aujourd'hui on va donc se concentrer sur la progression argumentative du texte de la Boétie. Alors, la forme de pyramide, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, probablement en classe, ou vous avez déjà entendu parler avec vos professeurs respectifs. En fait, c'est une forme que l'on retrouve à l'intérieur du texte même de la Boétie pour illustrer justement l'organisation de la tyrannie. Eh bien, je pense que le discours, en fait, adopte également un peu cette forme pyramidale. Et donc, là, j'ai essayé de vous dégager les grands axes de ce discours. Bien sûr, tous ces axes seront à approfondir. Là, on est bien sur une capsule essentielle, mais ça peut vous donner, voilà, de grandes lignes et vous permettre ensuite de vous focaliser sur chacun de ces points et d'aller relire l'œuvre de la Boétie pour aller chercher davantage de citations, des arguments plus précis, des exemples plus spécifiques. Ça, c'est votre travail, vous. N'hésitez pas à vous servir pour cela d'un carnet de lecteur ou de fiches de révision, de flashcards. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Donc, je reviens sur cette forme de pyramide. En fait, au niveau du discours, on va voir que la Boétie va commencer par évoquer un paradoxe que lui appelle le malencontre. Ensuite, il va évoquer la nature, l'état naturel dans lequel l'homme devrait vivre. Puis, il insistera sur la force de l'habitude dans l'instauration et surtout le maintien de la tyrannie. Il évoquera ensuite les artifices, c'est-à-dire tous les moyens que le tyran va trouver pour asseoir son pouvoir sur le peuple. Ensuite, il évoque cette idée d'un consentement, et c'est bien sur ça que repose en fait toute l'argumentation de la Boétie, à savoir que c'est le peuple qui accepte de se soumettre, et cette acceptation est finalement la condition nécessaire pour le maintien de la tyrannie. Et c'est en fait le socle très fragile, parce que si le peuple décide de ne plus obéir et de faire corps, eh bien la tyrannie va s'effondrer. Et donc, une fois que la Boétie a déroulé tout son argumentaire, il veut provoquer chez le lecteur une prise de conscience, un éveil, d'accord, pour justement éviter que le peuple se soumette et accepte la tyrannie. On va revenir un peu plus en détail sur chacune de ces étapes. Encore une fois, je le rappelle, à vous d'approfondir ensuite avec les éléments du cours, avec votre propre lecture de l'œuvre de la Boétie. Alors, on commence par la première étape, donc le paradoxe ou malencontre. Le discours de la Boétie s'ouvre par une question qui l'interpelle et qui dépasse, selon lui, l'entendement. Pour lui, c'est absurde, mais voilà, c'est un constat qu'il fait. Comment est-il possible qu'un seul homme, donc le tyran, puisse dominer des millions d'autres? Et c'est à partir de cette question, qui repose donc sur un paradoxe, sur une espèce d'antithèse un peu insoluble et difficilement compréhensible, qu'il va amorcer sa réflexion sur la nature du pouvoir et de la soumission. La Boétie évoque alors la nature. Alors la nature, c'est à la fois en fait la nature qui nous entoure, hein, l'environnement. On retrouve d'ailleurs dans le texte cette citation: la nature nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés sous le même grand toit, pardon, et nous a tous pétris de la même pâte. Donc on a cette idée un peu voilà d'une nature un peu dans la mère nature, hein, qui est féconde et qui prodigue ses biens à tout le monde. Et on remarque cette répétition là dans la citation du tous. Elle nous a donné à tous, nous a tous logés sous le même grand toit et nous a tous pétris de la même pâte. Donc on voit cette idée que la nature est à la fois cet environnement, mais aussi cet endroit et cet état naturel où les hommes bénéficient tous de la même chose sans hiérarchie. Donc en fait, selon la Boétie, les hommes naissent naturellement libres et égaux, ce qui est en totale contradiction avec la hiérarchie qui existe déjà à son époque.
Donc pour lui, la servitude n'est pas du tout un état naturel, c'est une situation acquise. Et on retrouve cette autre citation à la page 30. Alors quand je mentionne des pages, hein, juste pour celles et ceux qui pourraient écouter cette vidéo et qui ne font pas partie de ma classe, c'est les éditions Actes Sud. Donc si nous vivions avec les droits que nous tenons de la nature et d'après les préceptes qu'elle nous enseigne, nous serions naturellement soumis à nos parents, sujets de la raison, mais non esclaves de personne. Donc vous voyez qu'il y a bien, enfin, il ne faut pas faire dire à la Boétie ce qu'il ne dit pas. La Boétie n'est pas pour l'anarchie. Hein, par exemple, les ancêtres, donc les parents, seraient hiérarchiquement supérieurs aux enfants, aux descendants, mais il n'y a pas d'idée de soumission, d'accord, et d'esclavage et de servitude. Autre facteur et autre élément clé dans l'argumentaire de la Boétie, c'est cette notion d'habitude. Cette notion d'habitude que l'on retrouve aussi sous le terme de coutume. En fait, c'est quelque chose qu'il partage d'ailleurs avec son ami Montaigne, puisque dans les essais, Montaigne évoque ce pouvoir de l'habitude, alors non pas forcément par rapport à la tyrannie, hein, mais sur le fait qu'on finit par s'accoutumer à des choses qui nous dérangent au départ, et il évoque notamment le bruit d'un clocher qui va résonner toutes les nuits et qui au départ empêche de dormir, et puis finalement le corps finit par prendre l'habitude de ce bruit extérieur et le dépasse, d'accord? Donc là on est sur un exemple de la vie quotidienne, mais ce que la Boétie dit dans le discours de la servitude volontaire, c'est que cette habitude, cette coutume joue un rôle fondamental dans l'acceptation de la servitude. Et finalement, le peuple, qui est tellement habitué d'être sous la domination d'un tyran, va jusqu'à perdre son envie, son désir de liberté, tolère, accepte sa soumission, et finalement son état de servitude devient quelque chose quasiment de naturel pour lui. Donc on retrouve ces citations dans le discours, n'hésitez pas à vous les noter, à les retenir pour la dissertation. C'est elle qui à la longue parvient à nous faire avaler sans répugnance l'amer venin de la servitude. Donc on voit bien ici cette métaphore-là d'une espèce d'ingestion de poison, avec avaler, amer venin, et sans répugnance, là, ce complément circonstanciel de manière qui marque qu'il n'y a même pas de dégoût en fait. On accepte, on avale cette potion amère là, finalement sans rechigner. Autre citation, ainsi les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir aussi niaisement, mais plus mal encore que les petits enfants n'apprennent à lire avec des images enluminées. Donc on voit ici cette idée de l'abrutissement des peuples. Alors cette idée de passe-temps qui éblouit, on va le voir juste après avec les artifices, mais il y a cette idée, voilà, encore une fois, que en fait, le tyran va abrutir le peuple, et le peuple, en étant habitué à être abéti, en fait, ne va accepter et va tolérer d'être esclave. Donc les artifices, là aussi, c'est une idée fondamentale dans la progression argumentative du discours sur la servitude volontaire. En fait, le tyran, il est très malin, il est rusé. Il sait bien que pour asseoir son pouvoir, il va falloir qu'il actionne en fait des leviers, qu'il utilise des moyens pour accentuer sa domination et empêcher toute forme de rébellion. Et pour ça, il va utiliser différentes choses. Il va utiliser notamment les divertissements et les spectacles. Le but, c'est de distraire le peuple. Vous savez, vous avez peut-être en tête cette expression que les empereurs utilisaient dans l'Antiquité, il faut du pain et des jeux. D'accord ? Et si vous amenez tout ça au peuple, eh bien, on assure une forme de cohésion sociale et de paix sociale sans que de la révolte, en fait, ne se mette en place. Il utilise aussi les fables, donc qu'on peut rapprocher d'ailleurs là des mensonges et beaux discours. Le tyran va raconter des histoires, va manipuler, va mentir, tout simplement, au peuple, pour lui faire croire de belles choses, et enfermé dans ses affabulations, le peuple va suivre aveuglément le tyran.
Autre élément aussi, hein, la corruption, c'est-à-dire le fait, en fait, par exemple, de donner une récompense, de donner de l'argent, de donner des terres à quelques courtisans qui eux-mêmes, du coup, donc pour être finalement fidèles au tyran, enfin, en étant j'ai du mal à trouver mes mots, pardon. Les courtisans, en étant ainsi récompensés, vont être fidèles au tyran, d'accord, puisqu'ils vont toujours espérer davantage de bénéfices, sauf que ça c'est un leurre, parce qu'au final ce que le tyran donne, c'est ce qu'il a pillé ailleurs, d'accord, et en fait tout ça n'est qu'artifice, encore une fois, n'est que mensonge, n'est qu'un masque, mais ces petits courtisans vont devenir eux-mêmes ce que Montaigne appelle dans son texte des tyrannos, c'est-à-dire donc des petits tyrans qui vont reproduire en fait la façon de procéder du tyran plus bas. Et donc en fait on a un système de corruption qui va s'installer dans l'entièreté de la société et qui fait que la tyrannie se maintient. Argument central de la Boétie, le consentement, l'acceptation. En effet, pour la Boétie, le pouvoir du tyran repose sur l'acceptation de ceux qu'il gouverne. C'est donc le peuple qui est responsable du maintien de la tyrannie. Et c'est là qu'on retrouve encore une fois cette forme de pyramide avec tout en haut le tyran, en dessous, si vous voulez, on va dire une première strate de courtisans, donc ce qu'on peut appeler les tyrannos, et en dessous, eh bien, cette histoire, ce peuple, d'accord, et finalement, ce que la Boétie en fait suggère, c'est que le tyran règne sur un certain nombre de sujets qui sont finalement peu éduqués, parce que il faut ne pas être très malin pour se laisser finalement manipuler et acheter par la corruption. Et à leur tour, ces personnes déjà assez ignorantes vont régner et exercer leur pouvoir sur un plus grand nombre d'ignorants. Et c'est comme ça que la pyramide de la tyrannie se maintient. Et d'ailleurs, je vous invite à retrouver dans votre édition le passage, c'est dans un de nos textes bac, petit indice, cette image du colosse un peu au pied d'argile. Si vous enlevez la base, si vous enlevez cette obéissance du peuple, eh bien le tyran s'effondre. Et donc, ce que la Boétie veut susciter, c'est une prise de conscience. Pour lui, il faut que chaque homme renoue avec la liberté naturelle et cesse d'obéir. Attention, en aucun cas, il n'exhorte au tyrannicide, il ne veut pas qu'on tue le tyran, c'est pas ça. Mais si le collectif se rend compte de l'importance de la liberté et de la défendre, alors la tyrannie peut prendre fin. Cette citation, vous pouvez la retenir, elle est très courte. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libre. Je pense que c'est aussi une petite phrase que l'on peut méditer pour chacun d'entre nous au quotidien. À très bientôt pour une autre vidéo autour du discours de la servitude volontaire.